Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 novembre 2020 pour le 212e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport malheureusement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque comme je le craignais, eh bien, une escalade a eu lieu déjà cette semaine de la part de l'armée ukrainienne. Je vais revenir aussi sur la situation diplomatique, puisque l'Ukraine a enfin fourni sa proposition de feuille de route, on va y revenir. Je vais parler aussi justice en Ukraine. Je reparlerai très brièvement du MH17 parce que je n'ai pas encore eu le temps d'étudier les tout derniers éléments en profondeur. Et donc je vais avoir un pendant ce temps-là à Kiev, mais aussi de nouveau une nouvelle qui rentre dans la nouvelle catégorie qui s'appelle donc le Maïdan Empire. Merci à Anthony d'ailleurs pour l'idée. Sur le plan militaire, du 31 octobre au 6 novembre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 23 reprises, donc on est au double de la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 195 munitions, soit 4 fois plus, dont 40 obus de mortier de 82 mm. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 31 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, et sur ces 31 munitions, il y a 20 obus de mortier de 82 mm. Malheureusement, 2 soldats de la RPD sont morts cette semaine lors de ces bombardements. Je vais y revenir en détail un peu plus loin. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 10 morts et 3 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, etc., on va parler armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front, et entre autres près d'habitations et d'infrastructures civiles. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi détecté le déploiement de 21 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, donc c'est moins que la semaine passée. Par contre, ils se rattrapent sur le calibre, parce qu'il y a quand même, dans le détail, 9 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm. On a quand même 4 canons anti-chars Rapira de 100 mm, un système de défense anti-aérien Tunguska, 2 chars d'assaut T-64, un véhicule de transport de troupes blindées type BTR et 4 véhicules blindés. Voilà, donc moi quand je vois des obusiers automoteurs de 152 mm qui sont sortis, c'est pas très rassurant. Voilà, surtout quand on voit l'escalade qui a eu lieu cette semaine. Pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller le signal des drones de l'OSCE. Donc cette semaine, il y a eu 2 endroits principalement. Je vous montre la carte. Donc ça, malheureusement, c'est aussi un mauvais signe. Et donc comme vous avez pu le voir sur le graphique de cette semaine, la situation s'est fortement dégradée en fait jeudi et vendredi. L'armée ukrainienne a violemment augmenté le nombre de ses bombardements, ainsi que le nombre d'obus de mortier de 82 mm qu'elle a tiré sur le territoire de la RPD. Jeudi, en fait, c'est là que c'est parti complètement en vrille. Lors du changement d'équipe au niveau de la station d'épuration, le bus des employés qui rentraient chez eux, Yassino-Vataya, je vais vous montrer une petite carte, ils se sont retrouvés pris pour cible à 2 reprises sur la route. Bon, heureusement, il n'y a eu aucune victime, mais il a fallu demander plusieurs fois à l'armée ukrainienne de cesser le feu pour pouvoir enfin faire le changement d'équipe de manière sûre. Le bus était à peine arrivé à Yassino-Vataya que les tirs ont repris, je les entendais depuis chez moi. L'armée ukrainienne a bombardé donc Yassino-Vataya, Mineral Noye, Spartak et Kashtanovoye à coups de mortier de 82 mm, de véhicules de combat d'infanterie, de lance-grenades, il y a eu aussi des tirs de mitrailleuses lourdes, ça s'entendait. Je veux dire, là, ça a été entendu et à Donetsk et dans le nord de Makeyevka, je veux dire, presque tout le monde ici l'a entendu. Ces tirs de mortier étaient corrigés à l'aide d'un drone qui a été abattu par la milice populaire de la RPD, je vais vous montrer une petite photo. Et c'est malheureusement lors de tirs de mortier qu'en fait 2 soldats de RPD sont morts. Le premier en fait a directement été tué par les tirs de mortier. Et en plein pendant l'évacuation de son corps qui était supervisé par le commandant de son bataillon, et bien le commandant du bataillon en question a été abattu par un sniper ukrainien. Je rappelle, les tirs de sniper sont interdits et par les accords de Minsk et par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je vous renvoie d'ailleurs aux détails de l'article
que j'ai publié sur Donbass Insider. J'ai sous-titré donc le point presse d'Edouard Bassourine. Il y a dedans une vidéo qui a été prise par une caméra de surveillance, donc près de la station d'épuration, qui montre certains des tirs dont je vous parle. Donc je dirais il y a des preuves. L'OSCE elle-même a enregistré d'ailleurs ces violations. Elle a enregistré les tirs contre les employés de la station d'épuration dans ce rapport. Donc je veux dire, l'Ukraine ne peut pas prétendre que c'est pas vrai. Voilà. Et donc cette escalade de la situation a lieu alors que l'Ukraine vient enfin de remettre jeudi sa proposition de feuille de route pour appliquer les accords de Minsk qu'elle était censée remettre mercredi. Bon, déjà l'Ukraine et les deadlines, c'est pas ça. Les RPD et les RPL, elles, avaient déjà remis leurs propositions dans les délais avec un certain nombre de compromis, mais qui respectaient tous les accords de Minsk. Donc les points majeurs, je vous les donne, je vous renvoie à l'article qui sera mis en lien dans le sommaire pour voir tous les détails et les questions que certains de ces points soulèvent. Mais voilà, je vous laisse aller voir l'analyse en détail. Donc le point majeur, c'était d'inscrire l'autonomie du Donbass dans la constitution ukrainienne pour 30 ans, c'est-à-dire entre autres de ne pas faire pour toujours, puisque ça a l'air un peu de leur hérisser le poil. Donc on fait un compromis, on dit pour 30 ans, et avec un référendum à organiser entre 2045 et 2049 pour décider du sort futur de la région. Le deuxième point, c'était que les conseils de district de Donetsk et de Lugansk, élus en vertu de la nouvelle loi, devront être propriétaires de tous les biens des collectivités territoriales et des ressources naturelles de la région. Le transfert des taxes à Kiev sera effectué via une procédure spéciale et pas selon la procédure ordinaire des autres régions. Les conseils de district seront autorisés à établir une coopération économique avec la Fédération de Russie, à déterminer les langues officielles, les jours fériés et les dates de commémoration. Mais, pour avoir ces compromis, l'Ukraine doit abroger 3 lois discriminatoires. Celle sur l'enseignement secondaire, celle sur la langue d'État et celle sur la réintégration du Donbass. Bon, vous voyez venir clairement que la Rada acceptera jamais de ratifier un truc pareil. Bien. Mais tous ces points respectaient totalement les accords de Minsk. Voilà maintenant les points de la proposition faite par l'Ukraine. Et comme je l'avais anticipé la semaine dernière, j'en ai marre d'avoir raison, leur proposition contrevient totalement aux accords de Minsk. Puisqu'ils demandent en point numéro 1 la démilitarisation totale de l'RPD et de l'RPL, ce qui est hors de question parce que sinon on va se taper un scénario croate, ça s'appelle une épuration ethnique. 2, ils veulent reprendre le contrôle de la frontière avant les élections, ce qui là aussi est une violation des accords de Minsk, puisque je rappelle que le contrôle de la frontière est le dernier point des accords, celui qui vient tout dernier après les élections. Dissolution de l'RPD et de l'RPL, ça il nous l'avait déjà sorti l'année dernière, et que la Russie cesse de distribuer des passeports aux habitants du Donbass. Bon, donc d'un côté, on a une proposition de la part de la RPD et de la RPL qui respecte les accords de Minsk et qui fait preuve d'un certain nombre de compromis. Et de l'autre, on a une proposition de la part de l'Ukraine qui ne respecte pas du tout les accords de Minsk. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer qui est-ce qui sabote l'application de ces accords susmentionnés? Voilà. C'est bien, maintenant tout est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors un petit truc un peu positif, c'est un truc rigolo là, on a des Autobots, oui, le truc de Transformers, qui ont commencé à apparaître un petit peu partout dans les villes de la RPD. Donc il s'agit de sculptures géantes de robots faites de métal et de morceaux de voiture. Le premier est apparu dans le district de Kievski près d'un garage. Un deuxième Autobot est en train d'être construit à côté. On a aussi un Optimus Prime qui a été installé dans l'avenue Ilitcha, là aussi à côté d'un garage. On a une copie de Bumblebee qui a été installée dans le centre de Makeyevka, près de plusieurs restaurants. Et plusieurs autres se trouvent dans le district soviétique de Makeyevka, où ils ont été installés par un artisan local, Gennady Sozonov. C'est lui qui a créé en fait le premier modèle en 2015. Je pense que c'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de cet engouement et de cette folie des Autobots qui s'est emparé des villes de la RPD.
Et là, le dernier en date qui a été installé, il est sur le territoire de l'usine métallurgique de Déval-Sévaux. Ça, c'est une super pub quand même. Usine métallurgique, t'as un énorme Autobot devant l'entrée. Il a été installé au mois d'octobre là, de cette année. Alors celui-là, il est illuminé la nuit et il peut même bouger sa tête. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a un qui est en cours de construction, en cours d'installation, à côté du premier que j'ai mentionné, qui est dans le district de Kievski. Et je pense qu'il y en aura d'autres, parce que bon, c'est clair que c'est la classe, les gens, ils adorent. Ils se prennent en photo avec, y compris les enfants. Ouais, non, c'est hallucinant ce truc. Moi, je trouve ça super. Franchement, on est une région métallurgique par essence, puisqu'on a le charbon ici. Donc c'est clair que s'il y a une région où il faut avoir des Autobots partout, j'attends impatiemment le modèle qui peut réellement bouger et combattre. Là, ça pourrait devenir intéressant. J'aimerais bien voir la gueule de l'armée ukrainienne s'il devait affronter des Autobots. Ça pourrait être drôle. On va revenir brièvement sur le coronavirus. Coronavirus en RPD, on en est à 6794 cas, soit 914 de plus que la semaine passée, dont 675 morts, soit 120 de plus, et 3693 guéris, soit 1123 de plus. En RPL, on en est à 1635 cas, soit 76 de plus, 103 morts, soit 23 de plus, et 1223 guéris, soit 136 de plus. En Ukraine, malheureusement, l'accélération de la propagation de la pandémie a repris. De nouveau, on a plus de nouveaux cas cette semaine qu'il y en avait durant la semaine passée. Ils en sont à 450 934 cas, soit 63 453 de plus, dont 8 312 morts, soit 1116. Voilà, ça c'est pas très très bon. Et alors on va parler de l'évolution de la situation en Ukraine sur le plan judiciaire, puisqu'après plus d'1 an de bataille judiciaire, une cour de Kiev a enfin décidé de valider l'extradition du néo-nazi américain Craig Lang, qui est recherché pour un double meurtre aux États-Unis. Je vais revenir un petit peu sur cette saga judiciaire américano-ukrainienne. Donc c'est un néo-nazi américain qui, donc oui, dans les médias on te dit suprémaciste blanc, mais c'est un néo-nazi le mec, je veux dire, vous allez voir. Il a d'abord servi dans l'armée américaine, Irak, Afghanistan, puis se fut viré de l'armée après avoir tenté d'assassiner sa femme enceinte. Il a passé quelques mois en tôle pour ça, puis début 2015, il s'est rendu en Ukraine pour intégrer secteur droit. Voilà. Bon, puis il a sur lui un certain nombre de tatouages qui font... Il n'y a pas de doute existentiel. Je veux dire, voilà. Le mec est un néo-nazi. Donc il décide de se battre pour Kiev dans le Donbass. Il a même été interviewé pour un article de Vice. Voilà. Ensuite, il a tenté d'intégrer l'armée ukrainienne régulière en 2016, mais il n'a pas fini en fait son enregistrement. Il n'est pas venu au dernier rendez-vous. Donc il est rentré aux États-Unis, puis il est revenu en Ukraine, puis il est rentré définitivement au Bercail. Et en fait, le truc, c'est que c'est en Ukraine, en 2015, que Lang a rencontré Alex Zwiefelhofer, avec qui, en 2017, il décide d'aller combattre au Soudan contre les trucs terroristes, les groupes terroristes. Mais bon, ils se sont fait refouler à la frontière. Donc ils sont rentrés aux États-Unis. Donc là ils se sont dit, ah bah tiens, si on n'allait pas combattre au Venezuela, contre Maduro, donc du côté des opposants, ça c'était début 2018, mais ils n'ont pas d'argent pour partir, ils n'ont pas de pognon. Et alors, d'après la justice américaine, parce qu'ils doivent encore être jugés, les deux loustiques, le Craig Lang et le Alex Zwiefelhofer ont alors une idée lumineuse, mettre en vente des armes à feu sur un site internet dédié, pour se faire de l'argent. Leurs armes accrochent un homme d'affaires de 53 ans, Séraphin Lorenzo, il veut les acheter pour $3000, il est prêt à payer cash, en liquide. Le rendez-vous est fixé le 9 avril 2018 à Lee County, en Floride. Monsieur Lorenzo est venu au rendez-vous avec sa femme, Deanna. On retrouvera leurs 2 corps criblés de balles sur le parking d'une église non loin du lieu de rendez-vous. Donc une fois sur place, les enquêteurs américains ne trouvent pas d'argent, mais trouvent le téléphone de Séraphin Lorenzo. Et dans le téléphone, il y a toute la discussion à propos de l'achat des armes. Ce qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'au téléphone mobile de Zwiefelhofer. Et la justice américaine l'a arrêté en mai 2019.
Craig Lang, lui, a disparu dans la nature. Il a utilisé l'identifiant, hein, parce qu'aux États-Unis, ils ont un espèce de numéro d'identification. Il a utilisé celui de quelqu'un d'autre pour se faire un faux passeport en septembre 2018, avec lequel il a réussi à partir pour le Mexique. Et puis de là, il passe à la Colombie et l'Espagne, la Moldavie, et il arrive enfin en Ukraine. Petit problème, c'est qu'entre-temps, les États-Unis, eux, ont émis un mandat d'arrêt contre lui, l'ont foutu sur la liste des gens recherchés d'Interpol, et que quand il arrive en Ukraine depuis la Moldavie, il est déjà trop tard. Au moment de la vérification de ses papiers, les douaniers ukrainiens se rendent compte qu'il est sur la liste des gens recherchés par Interpol, et donc il est arrêté immédiatement. Et c'est là que va commencer cette fameuse bataille judiciaire de plus d'1 an. Il va aller en prison, puis après, une autre cour va casser le jugement, le renvoyer chez lui en résidence surveillée, puis il sera renvoyé en prison, puis de nouveau en résidence surveillée. Enfin, ça va être le jeu de ping-pong comme ça d'une cour. La cour dit un truc, la cour d'appel dit le contraire. La cour dit un truc, la cour d'appel dit le contraire. Enfin, c'est hallucinant. En plus, il fait une demande d'asile en faisant valoir qu'il a combattu pour l'Ukraine, qu'il a aidé l'armée ukrainienne et qu'il risque la peine de mort pour les crimes qui lui sont imputés aux États-Unis. Ça a traîné pendant... C'était un jeu du chat et de la souris sur le plan judiciaire. Mais là, le 30 octobre, une cour de Kiev a validé l'extradition de Craig Lang vers les États-Unis. Il y a eu quand même pas mal de pression des néo-nazis ukrainiens qui soutenaient leurs petits copains. Malgré ça, le procureur américain en charge, lui, s'est pas du tout laissé impressionner, contrairement à ses homologues ukrainiens qui ont tendance à se faire tout petits face à ces gens-là. La question du pourquoi la justice ukrainienne a décidé de bouger maintenant, ça, c'est la grande question, parce que ça fait plus d'1 an qu'il y a cette partie de ping-pong. La date semble ne pas avoir été choisie au hasard, puisqu'en fait, suite à cette décision, Lang et ses avocats avaient 5 jours pour faire appel de cette décision, donc le 4 novembre, c'est-à-dire le lendemain de l'élection américaine. Or, vous avez pu voir, c'est un sacré bordel, comme on pouvait malheureusement s'y attendre. Il est possible qu'en Ukraine, certains espéraient que ça tourne comme ça, et que, vu la situation bordélique aux États-Unis, que Washington serait trop occupé à gérer ses problèmes internes pour s'occuper d'un fuyard qui serait de nouveau relâché en liberté si jamais la cour d'appel venait à casser, là encore une fois, ce jugement. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il en est. J'ai beau chercher des informations, j'ai pas trouvé de dernières nouvelles à propos de cet appel. Donc, situation à suivre, affaire à suivre, mais j'espère vraiment qu'il va être renvoyé parce que au niveau justice, toujours, là par contre, on a eu une très mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez de Vitaly Markiv, cet Italo-Ukrainien qui avait été condamné en Italie l'année dernière à 24 ans de prison pour la mort d'Andrea Rocchelli, ce journaliste italien qui avait été tué à Slaviansk en 2014 lors de tirs de mortier de l'armée ukrainienne. La cour d'appel italienne l'a acquitté. Je vous jure, j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu la nouvelle, je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui sont sous le choc, je pense la famille d'Andrea aussi. Faut dire que l'Ukraine y a mis les moyens. Je vais vous montrer un petit screenshot. Ils ont quand même mis 34 millions de hryvnia, soit 1 million d'euros, pour aider ce connard à assurer sa défense. Voilà. À coup de nouveaux témoins. Alors de là à ce qui nous est sorti, le fameux journaliste français dont j'avais parlé dans mon article à l'époque, je vous renvoie à celui-ci, je ne vais pas citer son nom sinon il va encore dire que je le harcèle, qui se disait avoir été au cœur des événements alors qu'il était à Donetsk ce jour-là, plus des expertises menées par l'armée ukrainienne elle-même, bah oui bien sûr des expertises menées par le coupable. C'est intéressant comme concept, c'est comme le MH17, voilà. Tout va bien. Alors moi je voudrais savoir si les juges ont touché du pognon ou le gouvernement italien, parce que ce jugement est une honte totale. Ça a permis à Markiv de ressortir libre et puis de se barrer en Ukraine, où il a été accueilli comme un héros, ce qui veut dire qu'il ne paiera pas pour ses crimes, alors qu'on a quand même dans son téléphone assez de preuves de ses crimes de guerre pour l'envoyer en prison à vie. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je veux dire, il y a quand même une photo où il pointe un flingue sur un mec. Il y a une photo avec un gars ligoté, avec un sac sur la tête dans le coffre de sa voiture.
On a une photo d'un mec dans un trou qui a été creusé dans le sol, pareil, ligoté, un sac sur la tête. Les mecs ont l'air s'apprêter à l'enterrer vivant quand même. Hein, je veux dire... et vous avez laissé ce mec-là repartir libre. Honte sur la justice italienne. Ce que vous avez fait est une honte totale. Vous avez donné un blanc-seing à l'armée ukrainienne et aux volontaires étrangers qui combattent côté ukrainien pour faire absolument ce qu'ils veulent. Ils peuvent commettre tous les pires crimes de guerre, tuer des journalistes, tuer des civils, et ils sont impunis. Ça me file la gerbe. Je vous le dis sec et net. Hein. Ça m'a déprimé cette nouvelle. C'est une honte. Ça, c'est un déni de justice total pour la famille d'Andrea, sans parler de son interprète, hein, Mironov, qui est mort lui aussi, et puis Roguelon, le journaliste français, qui a été quand même sévèrement mutilé lors de cette attaque. Enfin, je veux dire, là, c'est du délire. C'est du délire. Donc, vous avalisez en Italie le fait que voilà, ces mecs-là peuvent commettre des crimes de guerre et tout scintille, tout va bien. D'accord. C'est intéressant. Je rappelle qu'en Italie, vous avez quand même arrêté et poursuivi les ex-volontaires qui étaient venus combattre côté Donbass. Hein. Voilà. De poids, de mesure. Je dis ça comme ça, je dis rien. Voilà. Et donc, de nouveau, une nouvelle qui rentre dans la section Le Maïdan Empire. Ouais. Alors cette fois, c'est Naftogaz qui nous offre un morceau de cynisme débile. Ils se sont lancés dans une campagne d'affichage avec des gros panneaux de pub géants, hein, je vais vous en montrer un, où est affiché, en gros, je vous traduis, le Kremlin brûle parce qu'en Ukraine, le prix est fixé par le marché et non par eux. Bon, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la semaine dernière, en quelques mois, les Ukrainiens ont vu quand même leurs tarifs de gaz presque doubler au nom justement de l'alignement des tarifs sur ceux du marché, alignement exigé par le FMI. Donc, si tu veux, la campagne, elle a un petit peu de mal à passer auprès des cons citoyens ukrainiens. Ça a fait un scandale sur les réseaux sociaux. Le commentaire le plus remarqué a quand même dit « Les dirigeants de Naftogaz sont devenus complètement fous avec leur salaire cosmique. On ne peut expliquer l'apparition de tels panneaux publicitaires que par l'influence de drogues dures et chères. » J'aurais pas dit mieux. Non, faut avoir fumé la moquette quand même, hein, pour sortir une pub comme ça. Hein. Je veux pas être désobligeante. Ouais, non, là, je sais pas ce que vous avez sniffé, fumé, ce que vous êtes injecté, mais il faut arrêter. Parce que les gens n'arrivent plus à se chauffer, les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Et vous êtes là en train de leur sortir ah, c'est cool, le Kremlin brûle, parce que chez nous, on a des tarifs de gaz complètement prohibitifs, quoi. What? Allô? Vous savez que dans le Donbass, ici, on a des tarifs de gaz, je crois qu'on est 10 fois inférieur à l'Ukraine, en tout cas minimum 5 fois, ça c'est sûr. Maintenant qu'ils ont presque doublé, ça doit être 10. Hein. Je veux dire, vous êtes là en train de vous féliciter de ça? Vous êtes vraiment pas net, quoi. Je veux dire, mais non, là, effectivement, les dirigeants de Naftogaz, je pense qu'il faudrait leur faire passer un petit test anti-drogue, là, parce que je pense que il doit y avoir des trucs très intéressants dans le sang. Alors, le retour du pendant ce temps-là à Kiev, parce que j'en ai un aussi. Hein, je vous fais un doublé hein, aujourd'hui. On a un obscur média ukrainien qui a publié un article, donc je vais vous montrer une capture d'écran avec traduction automatique, donc c'est du français un peu dégueulasse, mais comme ça vous pouvez voir le titre. Donc qui dit qu'à Donetsk, hein, les soldats de la milice populaire empêcheraient les gens de téléphoner dans la rue, dans le centre-ville. J'ai parlé au téléphone dans le centre-ville de Donetsk, encore récemment, sans aucun problème. Donc on se dit, c'est quoi la source pour ce torchon? Oui, parce que quand tu lis des trucs comme ça, tu te dis là quand même, voilà. Et là, tu vois dans l'article la capture d'écran d'un obscur compte sur VK, intitulé donc Incident DNR, hein, incident DNR. Voilà, c'est ça la source. Donc tu sais même pas qui est derrière ce truc, qui parle. Et c'est ça la source de compète, fiable, sourcée, tout ça, pour raconter des conneries pareilles. Sérieusement les mecs, vous avez pas mieux rayon de propagande débile?
Non, parce que là on touche le fond quand même, hein. Non. Parce que des photos et vidéos de gens dans le centre-ville de Donetsk pendus au téléphone, il y en a assez pour voir que ce que vous racontez c'est du grand n'importe quoi. Hein. Je veux dire... J'ai jamais eu aucun soldat qui m'a dit vous pouvez pas téléphoner ici. Non. Non. Non, non. D'ailleurs, dans les commentaires sous l'article, les gens se gênent pas pour le dire. Hein. Il y en a un qui demande ce que c'est que ces fantasmes, l'autre qui dit que c'est des mensonges, un troisième qui dit que l'auteur est un sac à merde. Il y en a un autre qui a dit que ce sont des contes de fées et qu'il n'y a aucune interdiction de ce genre à Donetsk, ce que je confirme. Donc les mecs, je pense qu'ils consomment la même chose que les dirigeants de Naftogaz, mais en version Eco Plus, quoi. Tu vois, c'est la version coupée avec de la colle, du plâtre et je sais pas trop quoi d'autre. Peut-être de la morora, je sais pas. Donc voilà. Je vous disais que donc, le MH17, il y a eu des nouveautés. On a eu une interview de Dubinsky, donc l'un des accusés, qui n'est pas représenté au procès, qui a donné une interview à Bonanza Media, où il explique qu'il se tient à la disposition des procureurs néerlandais, mais en Russie, hein, qu'ils ont qu'à venir l'interroger, qui confirme ce que je sais et que je dis depuis un bon moment, à savoir que ces histoires d'écoute téléphonique du SBU, c'est du gros délire, puisque les mecs ont très rapidement su que leur téléphone était sur écoute. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas le provider local Phoenix. Donc toutes les cartes SIM locales, c'était des providers locaux, c'était MTS, Life, Kyivstar. Donc les mecs ont très très vite compris que leurs conversations étaient écoutées et enregistrées. Donc les gars passaient leur temps à jongler avec plusieurs cartes SIM, se les échangeaient. Et de toute façon, sur ces lignes non sécurisées, ils ne racontaient jamais rien de super important, ou alors ils racontaient des bobards pour en fait désinformer l'armée ukrainienne, hein, en mode ils croient qu'ils ont une super info et en fait c'est de l'intox. Voilà. Chose qui a d'ailleurs été confirmée par Poulatov, hein, Poulatov qui donc lui a ça y est livré son témoignage par vidéo à la cour cette semaine. Ça fait partie des choses importantes que je dois vraiment étudier en détail. Le gros problème c'est qu'en fait il n'y a pas eu d'enregistrement en anglais qui a été publié sur internet. Il n'y avait que le live stream et j'ai pas pu suivre le live parce que voilà, j'avais des choses à faire, organiser les prochaines missions humanitaires entre autres, donc j'ai pas pu le suivre en direct. Et de manière bizarre, Ruptli n'a pas publié sur sa chaîne YouTube la vidéo de l'enregistrement comme elle le fait d'habitude. Donc je suis obligée de fouiller un peu plus pour essayer via la version néerlandaise d'avoir les informations dont j'ai besoin pour pouvoir analyser tout ça. Mais en tout cas, donc Poulatov a donné son témoignage par vidéo, où il a dit lui aussi que voilà, jamais ils auraient parlé de commander un book par téléphone sur des lignes non sécurisées. Il dit si on l'a fait, ça a été pour désinformer les Ukrainiens, pour leur faire croire qu'on avait des armes de longue portée. Il a dit clairement qu'il passait son temps à changer de numéro de téléphone, que voilà, les conversations importantes, elles étaient faites via des lignes sécurisées, et pas ou en tête à tête, et jamais par les lignes téléphoniques ukrainiennes, ce qui est tout à fait logique. Dubinsky, chose intéressante, a confirmé le fait qu'il y avait une batterie de boucs ukrainiens près du village de Zaroshenskoye, qui était donc le village qui a été pointé par Almazantey. Donc ça c'est très intéressant, parce qu'il aurait été à portée de tir pour abattre le MH17. Je veux dire, Poulatov a donné plein de renseignements lors de son témoignage qui torpillent complètement ce que raconte la version officielle. Les avocats de Poulatov eux-mêmes donc ont commencé leur plaidoyer. Ils ont atomisé l'accusation. Entre autres, ils se sont plaints que y a un des témoins, hein, qui a soi-disant fait un dessin de la route suivie par le bouc. Je vais vous montrer la gueule du dessin tel que fourni à la défense. Voilà. Complètement noirci, en mode c'est top secret. Ben, excusez-moi, mais enfin, c'est quoi ce délire ? Voilà, je pense que ça résume le procès du MH17 à lui tout seul. Je veux dire, la défense n'a même pas tous les éléments en main
pour pouvoir contester telle ou telle preuve. Clairement, ils ont commencé à contester toutes les expertises de l'Institut de Kiev, d'autres instituts qui ont fait les expertises balistiques. Ils ont demandé qui étaient les experts qui avaient produit ces rapports, quelles étaient leurs compétences, leur diplôme en gros, savoir si c'est pas la secrétaire qui a tapé le truc. Ils ont remis en question, entre autres, un certain nombre de points au niveau des trous qui sont dans la carlingue par rapport au modèle qu'ils nous racontent. Ils demandent d'expliquer en détail comment ils en sont arrivés à la conclusion à laquelle ils arrivent dans ces rapports d'expertise. Ils ont exigé de savoir qui sont un certain nombre de témoins anonymes, parce que ils disent certains très certainement soit sont dans des geôles du SBU, torturés par le SBU, donc comment est-ce que vous voulez prendre pour argent comptant ce que ces gens vont raconter, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est pas le SBU qui leur dicte ce qu'ils doivent dire. D'autres sont peut-être des nazis de Pravi Sector qui étaient jamais, qui est de secteur droit, qui n'ont jamais été dans la zone dans laquelle ils disent qu'ils étaient, ou qui ont des intérêts politiques et personnels dans cette histoire. Ils exigent d'interroger Alenikov, qui était le gars qui avait soi-disant pris une photo de cette espèce de traînée de fumée qui soi-disant était celle du bouc qui aurait été tiré depuis Pervomaïski, sauf que moi j'étais dans l'appartement d'Alenikov, donc je peux vous garantir que jamais de la vie il aurait pu prendre une telle photo depuis son appartement, contrairement à ce qu'il raconte. Et le monsieur est clairement pro-Kiev, donc je veux dire, on peut pas dire qu'il soit neutre. Ils ont demandé aussi à entendre comme expert Max van der Werf, donc avec qui je travaille sur le projet The Hack Times, et avec qui je travaille sur l'enquête concernant le MH17, qui est pour moi et de loin celui qui a le plus d'expertise sur ce dossier, puisqu'il enquête dessus depuis le tout début et qu'il en a des milliers d'heures de travail dessus. Donc il y a un certain nombre de points comme ça que j'ai vu passer, que j'ai pas encore étudié en détail, où la défense a quand même bien défoncé l'accusation en disant clairement qu'on leur a pas filé tout un ensemble d'infos qui sont importantes, que les témoignages des fameux témoins anonymes ont clairement été modifiés, ont été re-rédigés. Là, le coup de la route du bouc qui est complètement noirci, enfin bon, c'est du délire. Ils ont aussi dit que c'était quand même très étrange qu'il n'y ait pas eu une remise en cause des témoignages, alors que les uns et les autres se contredisent à certains endroits concernant la route suivie par le soi-disant bouc, dont on a vu les photos brandies par Bellingcat comme preuve, etc., etc., etc. Donc il y a vraiment, là la défense, ils sont passés à la contre-attaque et ça commence à piquer un peu pour l'accusation. Clairement. Donc on va voir un peu, parce que bon, là, avec leur système de témoins anonymes et tout, on va voir ce que ça va donner. Mais ça montre qu'il a bien choisi ses avocats, c'est pas des mauvais, clairement. Ils ont souligné plein d'incohérences, de problèmes, de trucs qui vont pas dans les soi-disant preuves de l'accusation, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Et donc, clairement, ils contestent bon nombre d'expertises et de pseudo-preuves qui ont été apportées. Et le témoignage de Poulatov, qui rejoint celui de Dubinsky, sur le fait que les écoutes téléphoniques ne peuvent absolument pas être utilisées comme preuve, puisque les mecs passaient leur temps, en fait, à donner de l'intox, à parler des fois avec des mots de code, des noms de code. Donc, ils appelaient telle arme une boîte, telle autre... enfin, ils avaient des noms de code comme ça pour les armes, etc., pour que ça soit pas compréhensible. Donc, qu'est-ce que tu veux utiliser ça comme preuve? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Les gars savaient qu'ils étaient écoutés. Jamais ils auraient appelé des gars du GRU en Russie pour dire « Dis, tu m'envoies un petit book, s'il te plaît, j'ai besoin d'abattre un avion malaisien. » Non, mais enfin, là, faut arrêter les conneries. Donc voilà, c'est ça la situation. Je vais réanalyser tout ça en détail pour vous faire un article complet, parce qu'il y a vraiment beaucoup, je pense, à dire à l'issue de ces 3 jours accordés à la défense. Le témoignage de Poulatov et celui de Dubinsky apportent des éléments très très intéressants, et je pense que ouais, là ça sent vraiment le sapin quand même pour leur procès. Je l'avais dit de toute façon que ça tenait plus du cirque qu'autre chose. Donc je vous fournirai ça, j'espère encore cette semaine. C'est quand même quelque chose de très très lourd à analyser, parce qu'il y a des heures et des heures de débat à visionner, le témoignage de Poulatov. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Donc voilà.
J'espère quand même que ça va se calmer sur le plan militaire ici la semaine qui vient, qu'on va pas continuer vers un scénario d'escalade. La RPD a d'ailleurs mis en garde l'Ukraine que si ça continue, on va répondre. J'espère qu'on n'en reviendra pas là et que l'OSCE, la France et l'Allemagne vont un peu calmer Kiev, mais je suis pas très optimiste. Avec la guerre dans le Haut-Karabakh qui se poursuit d'ailleurs, l'Ukraine a un très mauvais exemple à suivre. Et je pense malheureusement que ça va leur donner de très mauvaises idées. Surtout quand tu vois la façon dont Reznikov parle du Donbass comme étant une tumeur. Voilà. Je pense que ça veut tout dire sur ce qu'ils pensent de nous et qu'on n'a rien à faire dans un pays qui nous considère comme ça. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, prenez soin de vous.